Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques particulièrement. Et donc dans cette vidéo, l'objectif est très simple, c'est de pouvoir faire quelques petits rappels autour des nombres complexes tels qu'ils ont été normalement vus en terminale maths expert, ok, avec un ou deux petits compléments, ok. Donc, petit rappel autour des nombres complexes. Donc là, on va vraiment rappeler les grandes lignes de ce qu'il faut savoir déjà de base sur les nombres complexes. Et après, il y aura d'autres vidéos où on va justement faire des compléments sur les nombres complexes. On va avoir 2-3 petits éléments supplémentaires sur cet ensemble. Ok. Alors, rapidement. Du coup, si on essaie de se schématiser les choses. Dans la vidéo sur les ensembles de nombres réels, donc il date un tout petit peu, nous avons vu un petit schéma comme ça. Ok, j'avais fait un petit schéma de patate où en gros on visualise un petit peu l'inclusion des différents ensembles. Ok. Donc là, du coup, on a ensemble des antinaturels, on a ensemble des antirelatifs, on a ensemble des nombres décimaux, on a ensemble des nombres en écriture fractionnaire, ok, des rationnels. Un peu plus haut, on a l'ensemble des réels, ok. Donc là, jusque-là, pour l'instant, on a manipulé que ces ensembles-là, ok. Mais en réalité, en mathématiques, il existe un autre ensemble, beaucoup plus large que l'ensemble des réels, ok, qui, par exemple, permettent d'écrire qu'un nombre au carré est négatif. Et cet ensemble-là, bah, c'est tout bête, c'est l'ensemble des nombres complexes, justement. Donc, il est là. Alors, il n'y a plus de place, mais voilà, il est. Ici, donc, on a l'ensemble des nombres complexes. Et donc, en termes d'inclusion, c'est-à-dire que tous les ensembles que nous avons étudiés précédemment, tous les ensembles de nombres, c'est-à-dire les réels, les entiers, que ce soit relatifs ou naturels, les décimaux, les fractions, et bah, tous ces ensembles-là sont inclus dans l'ensemble des nombres complexes, ok. Et donc, pour formaliser un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'un nombre complexe, par définition? Et bah, par définition, l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble des nombres qui vont s'écrire sous une forme particulière, que je vais expliciter tout de suite. Alors, du coup, l'ensemble des nombres complexes, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme-là. Donc, z égale a plus ib. A et b, donc, je vais le préciser, ce sont des réels. Ok. Et donc, a, dans cette écriture-là, correspond à ce qu'on appelle la partie réelle de z, qu'on note RE de z. Et b, du coup, c'est ce qu'on appelle la partie imaginaire de z, qu'on note im de z. Et donc, i, c'est un nombre qui est tel que, quand on l'élève au carré, en fait, ça fait -1. Donc ça, c'est l'écriture très générale d'un nombre complexe, ok. Donc z égale partie réelle plus i fois partie imaginaire, ok. Donc, voilà. Cette notation-là, donc, cette manière d'écrire un nombre complexe, elle a un nom, ça s'appelle la notation algébrique, ok. Ici, z est écrit en notation algébrique, ok. Ou sous forme algébrique aussi qu'on dit. Et donc, chose qui est important aussi de rappeler, c'est que cet ensemble, donc qui est l'ensemble des nombres complexes, on le munit de deux opérations. Une opération d'addition et une opération de multiplication, qui sont définies de la manière suivante. Donc, cet ensemble et donc dans cet ensemble, on va définir, comme je vous l'ai dit, deux opérations que sont l'addition et la multiplication de cette manière-là. C'est-à-dire tout d'abord l'addition, on va pouvoir la définir de manière assez évidente, c'est-à-dire si vous prenez deux nombres complexes, z et z', où z ça s'écrit de la forme a plus ib et z' égale a' plus ib'. Là, pour additionner les deux nombres complexes, c'est assez évident. On additionne donc les parties réelles de chacun des nombres complexes, donc a plus a', plus i fois la somme des deux parties imaginaires, donc b plus b', ok. Là où c'est un peu plus délicat, c'est pour définir la multiplication de deux nombres complexes, puisqu'en effet, si vous prenez deux nombres complexes, z qui est de la forme a plus ib et z' qui est de la forme a' plus ib', le produit z fois z' est défini de la manière suivante. Par la partie réelle, donc, du résultat final, ça va être le produit a' moins le produit bb', ok. Donc, c'est-à-dire par la partie réelle du résultat du produit z', on multiplie les parties réelles ensemble moins
on multiplie les parties imaginaires ensemble. Et on ajoute à ça i fois la partie imaginaire. Et la partie imaginaire s'obtient de la manière suivante. C'est-à-dire, on multiplie a par b' et on ajoute à ça a' qu'on multiplie par b. Ok. Bon, honnêtement, je vous les donne parce que pour définir de manière extrêmement générale l'ensemble de nombres complexes, mais en réalité, si vous vous rappelez plus notamment de la formule du produit de deux nombres complexes, bon, ça se retrouve. Ok, ça se retrouve en faisant les calculs. Voilà. Je vous conseille fortement de la... Enfin, autant en terminale, vous pouvez ne pas trop la connaître. Autant là, en études supérieures, c'est vrai que pour certains exos, quand même, ça peut être pas mal des fois de l'avoir en tête assez rapidement. Voilà. Mais au cas où, je vous le dis, ça se retrouve. Donc, si vous l'avez oublié, c'est pas trop grave. Ok. Alors, pour revenir maintenant à chacune des opérations un peu plus en détail. Ok. On va revenir déjà à l'addition de nombres complexes. Donc, l'addition de nombres complexes, c'est une opération associative. Associatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit z, z' et z seconde des nombres complexes, z plus z' plus z seconde, comme ceci, c'est la même chose que z plus z' plus z seconde, comme ceci. Ok, on a le droit d'additionner dans n'importe quel ordre. Enfin, on a le droit de mettre les parenthèses là où on veut. Donc l'addition de nombres complexes est associative. Également, l'addition de nombres complexes est commutative. C'est-à-dire que quel que soit z, z' des complexes, en fait, faire z plus z', c'est la même chose que faire z' plus z. Ok, on a le droit de commuter les deux termes de l'addition. Également, au niveau de l'addition, du coup, on a le fait que, tout simplement, elle a pour élément neutre zéro. Ok, c'est-à-dire que quel que soit z dans C, en fait, z plus 0, c'est la même chose que 0 plus z, c'est la même chose que tout simplement z, en fait. Bravo. Donc, quand je dis le nombre 0, c'est vraiment le nombre 0 usuel. Hein. C'est-à-dire 0 fois partie réelle plus 0 fois partie imaginaire. Ok, fois i. Ok, c'est le nombre 0 qu'on a l'habitude d'utiliser. Ça, c'est l'élément neutre de l'addition pour les nombres complexes. Et après, dernière chose, on a aussi que tout élément du coup non nul, donc tout élément ici, tout complexe, plus précisément non nul, admet un opposé. C'est-à-dire si vous avez z égale a plus b, dans ce cas-là, l'opposé de z, c'est le nombre moins z qui est égal à, enfin je vais noter z, c'est donc moins a moins ib. Donc ça c'est l'opposé de z. Et après, si vous faites la somme des deux, du coup, ça fait 0. Ok. Donc tel qu'ici, z plus z' égale à 0. Voilà. Donc tout élément non nul, plus précisément tout complexe non nul, admet un opposé. Donc si vous avez z qui est de la forme a plus b, son opposé c'est le nombre z', qui est moins a moins ib, tel que la somme des deux, justement, est égale à 0. Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments à savoir sur l'addition de nombres complexes. Normalement, jusque-là, mis à part pour ceux qui découvrent vraiment la première fois les nombres complexes, sinon autrement, je ne vous ai pas appris grand-chose. Mais néanmoins, cette phase est quand même assez importante, puisqu'en effet, on verra un tout petit peu plus tard, lorsqu'on fera des groupes, les anneaux, tout ça, il faut avoir ces éléments en tête. Ok, il faut comprendre un petit peu comment est fabriquée, si vous voulez, l'addition de nombres complexes, les propriétés de l'addition de nombres complexes. Et là, pareil, on va revoir rapidement les propriétés de la multiplication de nombres complexes. Alors, du coup, au niveau de la multiplication de nombres complexes, la première chose, c'est qu'elle est également associative. Ça, c'est cool. Ça veut donc dire que, quel que soit z, z', z seconde des complexes, en fait, z fois z' fois z seconde, écrit comme ceci, c'est la même chose que z plus z' fois z seconde, écrit comme ceci. Encore une fois, on a le droit de mettre les parenthèses là où on veut. C'est ça l'idée de l'associativité. On a également l'idée que c'est commutatif, le produit de nombres complexes. Alors ça, pour le coup,
c'est quand même très beau. Parce qu'il y a des ensembles où vous verrez que multiplier deux éléments entre eux, c'est pas commutatif. Notamment, je pense à l'ensemble des matrices, des matrices carrées, par exemple. Par exemple, très souvent, le produit de deux matrices carrées de même taille n'est pas identique. Ok. Mais là, pour les nombres complexes, tout fonctionne bien. Hein. Donc, si vous prenez deux complexes z, z', le produit z fois z', c'est la même chose que le produit z' fois z. Donc, la vie est belle. Mais méfiez-vous, ce n'est pas tout le temps vrai que le produit de deux éléments dans l'ensemble de données est commutatif. Pensez aux matrices. Vous voyez très simplement que c'est pas vrai. Déjà pour deux matrices carrées de taille 2 par exemple. Si on fait très simple. Pour l'élément neutre, du coup, la multiplication a pour élément neutre 1, qui est aussi 1 plus 0i, tout simplement. Et donc ça veut dire que quel que soit z dans C, en fait, z fois 1, c'est la même chose que 1 fois z, c'est égal à z. Ok? C'est ça en clair l'élément neutre. Et enfin, dernier élément, c'est que tout élément, donc ici complexe, qui est cette fois-ci non nul, parce que sinon, dans le cas où complexe est nul, ça n'a pas de sens. Et tout complexe non nul, z égale a plus ib, admet un inverse, en général, notez z moins 1, ou 1 sur z, qui est égal à a moins ib sur a carré plus b carré. Ok? Donc l'inverse d'un complexe z égale a plus ib, c'est a moins ib divisé par a carré plus b carré. Ok? Donc ça, c'est pour la multiplication de nombres complexes. Encore une fois, normalement, c'est pas des choses extrêmement difficiles dans le fond, mais c'est hyper important conceptuellement de le formaliser. Parce que, comme je l'ai dit dans le chapitre sur les groupes, les anneaux, on va avoir besoin de cette formalisation. Ok? Et pour des exemples plus théoriques, vous avez besoin de toute manière d'avoir cette formalisation en tête. Ok? Donc là, c'est un conseil que je vous donne, mais essayez de garder tous ces éléments en tête si possible. Bon, ok, c'est bien sympa. Je vous ai parlé 12 minutes, mais on va dire qu'on a juste commencé à construire un ensemble de nombres complexes. Donc on a construit un ensemble de nombres complexes en disant c'était quoi un nombre complexe. On a également construit un ensemble de nombres complexes avec les différentes opérations de base, addition, multiplication, un petit peu les différentes propriétés. Mais en fait, l'ensemble des nombres complexes va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'avec les nombres complexes, on peut même faire de la géométrie un petit peu. Ok. Bon, même si je développerai un peu plus l'aspect de géométrie dans une autre vidéo, on peut quand même s'intéresser un petit peu à de la géométrie, on va dire, élémentaire. Donc du coup, comme je l'ai dit, on va pouvoir faire de la géométrie élémentaire avec les nombres complexes. Donc là, je vais dessiner à droite un petit repère. Et l'idée de ça, c'est que, en fait, à tout nombre complexe, z égale a plus ib, on va pouvoir faire correspondre ce qu'on appelle l'affixe de ce complexe-là, qui correspond en fait au point M que j'ai placé là, de coordonnées A, B. Okay, où A, c'est la partie réelle de Z, et B, c'est la partie imaginaire de Z. Okay. Ainsi, de manière extrêmement générale, on notera M, entre parenthèses Z, le point M d'affixe Z. Okay. Donc le point M d'affixe Z, c'est le point qui a pour coordonnées en abscisse la partie réelle du nombre complexe, et en ordonnée, donc la partie imaginaire du nombre complexe. Ok. Et donc ainsi, sur l'axe des abscisses, vous aurez toujours la partie réelle. Et sur l'axe des ordonnées, vous aurez toujours la partie imaginaire du nombre complexe. Ok. D'ailleurs, petite précision aussi, parce que j'ai pas dit au début de vidéo, mais tous les nombres complexes qui s'écrivent juste avec une partie réelle, on appelle ça des réels, tout simplement. Et tous les nombres complexes qui s'écrivent comme juste un nombre avec une partie imaginaire non nulle et une partie réelle nulle, on appelle ça des imaginaires purs. Ok, voilà. Et donc, une fois qu'on a défini comme ça l'abscisse d'un point, l'affixe d'un point, on va pouvoir définir l'affixe d'un vecteur. Ok, donc définition affixe d'un vecteur. Et on va pouvoir avoir l'affixe d'un vecteur. Donc, affixe du vecteur AB, c'est donc l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Ok, bravo. Donc oui, on peut aussi noter comme ça, affixe d'un vecteur.
Ça se notera souvent comme ça. Donc c'est la fixe du point B. Moi, la fixe du point A. Ok, bravo. Un peu quand vous déterminez les coordonnées d'un vecteur. Vous prenez les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Ok, bravo. Alors, une fois qu'on a parlé d'affixe d'un vecteur, de la fixe d'un point, on va pouvoir définir une nouvelle opération sur les nombres complexes qui va s'avérer être assez pertinente d'un point de vue géométrique, mais pas que. Donc définition, on va parler de conjugué d'un nombre complexe. Alors, du coup, si on prend un complexe, soit z égale a plus cb, un nombre complexe, on appelle conjugué de z le complexe que l'on note en général z bar qui vaut donc a moins ib. C'est-à-dire donc la partie réelle est identique, mais au niveau de la partie imaginaire, donc elle est changée en son opposé. Ok, donc au lieu d'avoir a plus ib, on a a toujours, mais cette fois-ci moins ib. Donc ça, c'est pour l'opération conjugaison. Alors, on dirait que la conjugaison est une involution. Pourquoi? Parce que quand vous faites deux fois la conjugaison de z, donc remarque, z bar bar, comme ceci, c'est donc égal à z. Parce qu'en effet, si vous faites deux fois la conjugaison de z, vous allez avoir d'une part z qui est égal à a plus ib, z bar, donc c'est a moins ib, et après, on va encore prendre le conjugué de a moins ib qui est a plus ib. Donc en fait, z bar bar égale z. Donc ça traduit le fait que la conjugaison est une involution. Pourquoi qu'on vous définit cette opération de conjugaison? C'est parce que, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue géométrique, cette opération amène des choses, enfin permet de voir des choses un peu sympas. Notamment au niveau des affixes. Ok? Et donc avant de vous parler des affixes et ce qui se passe, on va introduire une autre notion qu'on appelle le module d'un nombre complexe. Ok? Donc module, soit z égale a plus ib appartenant à C, le module de z et le réel, parce que oui, un module est un réel, que l'on note comme ceci, qui est égal à racine carrée de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc le module de z, c'est défini de cette manière-là. Ok? Donc, et vous avez l'impression là, quand vous regardez cette définition, que on fait un peu comme si on devait calculer la norme dans le vecteur. Et en effet, derrière l'idée de module, en fait, il y a une idée de norme. Ça, vous verrez ça en deuxième année. Mais on peut démontrer. Et donc, on pourra montrer en deuxième année que le module d'un nombre complexe, en fait, est une norme. Ok? Donc ça, vous verrez ça l'an prochain. Mais on peut le démontrer assez facilement. Bon, passons sur ce détail-là. Mais du coup, je vais là maintenant, voilà la définition du module pour l'instant, et que vous devez l'avoir en tête, normalement depuis l'an dernier, ou que vous allez avoir en tête cette année. Et ce module-là met des propriétés. Et là, on va pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe pour le conjuguer et ce genre de choses. Tout d'abord, justement, soit z égale a plus ib et z bar sont conjugués. En fait, on a que le module de z, c'est égal au module de z bar. Alors ça, on va vous dire, ça se voit dans un premier temps, on peut le voir graphiquement. Cette histoire, que module de z égale module de z bar. Voilà, on va faire ça. Tac. Donc voilà, d'un point de vue graphique, ce qui se passe quand on représente module de z et module de z bar. En fait, quand on représente dans un premier temps juste z et z bar dans le plan complexe. Z et z bar, comme vous pouvez constater dans le plan complexe, ce sont tout simplement des vecteurs qui sont symétriques par rapport justement à l'axe des abscisses, ok, par rapport à la partie réelle. Et donc du coup,
en termes de normes, ces deux vecteurs-là, ils ont exactement la même norme. Bon, en vrai, si vous regardez la définition, ça peut paraître logique parce que, comme pour z et z bar, la partie réelle, c'est toujours z. Donc, on élève au carré, on élève au carré exactement la même chose. Et après, pour la partie imaginaire, donc on va voir soit b au carré, soit moins b au carré. En fait, par parité de la fonction carré, on a exactement la même chose également. Ok. Donc, il paraît logique que du coup, on a cette égalité de modules. Alors, du coup, c'est ça qui va permettre de le rajouter. Donc, du coup, ça prend une chose. Deuxième chose que je veux dire également, c'est que quel que soit z, z' appartenant à l'ensemble des nombres complexes, le module de z fois le module fois z', c'est module de z fois module de z'. Et donc, dans le cas où z' n'est pas nul, on a que module de z sur z', c'est module de z sur module de z'. Oui, parce que sinon, dans le cas où z est nul, enfin z' est nul, en fait, on aura une division par 0 et ça a peu de chance. Donc voilà, ça c'est une chose qui vient comme propriété sur le module. Troisième chose qui vient et qui découle en fait de la deuxième propriété, on pourrait le montrer par récurrence, c'est quel que soit z dans C, quel que soit n dans n, on va montrer que module de z puissance n, c'est égal à module de z à puissance n, comme ceci. Voilà, donc ça c'est la troisième propriété. Et quatrième propriété, vous allez retrouver un ami que vous aimez beaucoup, c'est l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire, c'est que tout simplement, quel que soit z, z' dans C, et on a la même inégalité triangulaire que dans C, que dans R. Donc, module du module de z moins module de z', en valeur absolue, en module donc, c'est inférieur ou égal à module de z plus ou moins z', inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Et donc, dans le cas du complexe, on aura égalité entre ces deux éléments-là que je viens de vous mettre, que je viens de vous indiquer. Donc, au niveau de la deuxième inégalité, on a égalité si justement z et z' ont des affixes, enfin ont des vecteurs d'affixes collinéaires. Ok. Voilà. Donc, voici les propriétés de base au niveau du module. Voilà. Et donc, pareil, pour démontrer une égalité triangulaire au niveau des complexes, il faut que je vous rajoute une petite propriété qui est essentielle. En fait, ça sera le 5, parce que sinon, c'est pas très ordonné. Il va falloir préciser une petite chose, c'est que quel que soit z dans C, on a que le module de la partie réelle de z, il est inférieur ou égal au module de z, et le module de la partie imaginaire de z est inférieur ou égal à module de z. Et donc de même, on avait vu qu'on a égalité des modules pour le conjugué, on a aussi égalité des modules lorsque les complexes sont opposés. Voilà. Donc là, ça en fait à peu près toute la panoplie des propriétés de base sur le module. Voilà, et c'est à partir de ces propriétés-là qu'on va démontrer d'abord l'inégalité 2 en général. Et après, une fois qu'on a démontré la deuxième inégalité, de manière similaire au réel, on démontre la première inégalité. Alors oui, petite remarque aussi que je me rajouter. Donc là, ça n'a pas à voir avec les propriétés du module, mais plutôt avec les propriétés du conjugué. Propriété conjuguée. C'est que tout simplement, on a vu que lorsqu'on avait deux complexes, z et z' et z bar, z bar conjugué de z, on a vu que du coup, au niveau des affixes, elles sont symétriques tous les deux par rapport à l'axe des abscisses. Et donc du coup, petite propriété que je rajoute en plus, si z appartient à l'ensemble des réels, on a que le conjugué de z égale à z. Et si en revanche z, c'est un imaginaire pur, ça se note comme ça, on a que le conjugué de z, c'est égal à l'opposé de z. Voilà. Alors, du coup, maintenant qu'on a parlé de conjugué et de module, on a vu un petit peu toutes les propriétés qui
si on vous fait, je vous propose qu'on parte dans l'ensemble un petit peu spécial lorsqu'on fait des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble U. Ok, donc définition, on va parler de l'ensemble U. Donc, l'ensemble U, c'est l'ensemble des complexes appartenant, c'est l'ensemble des nombres complexes, tels que le module de Z est égal à 1. Mais ça aussi, l'ensemble U, on peut écrire comme l'ensemble des angles θ appartenant à l'intervalle 0 de pi, en fait, tel que Z égale UIθ. Ces deux notations-là sont tout à fait équivalentes, ok? Soit, donc, de manière générale, on peut définir l'ensemble des nombres complexes de module 1 de cette manière-là, comme l'ensemble des nombres qui ont pour module égal à 1, ou soit on va le définir aussi comme un ensemble d'angles, on va voir ce que ça signifie exactement, θ, tel que Z s'écrive comme ça, Z égale UIθ. Et donc ceci, justement, la définition de l'ensemble U tel que je l'ai écrite, m'emmène à vous définir ce que c'est que UIθ. Alors, pour définir UIθ, on va donner un angle compris entre 0 et 2π, 2π exclu, parce qu'en réalité, quand on revient à 2π et qu'on fait plus, on a les mêmes angles, ok? On est sur les mêmes points sur cercle très gros. On a plusieurs fois le même point. Bref. Donc, on va se donner un angle θ entre 0 et 2π exclu. On note Z égale UIθ, le complexe suivant. Cela correspond donc au complexe qui est égal à cos θ plus I sinus θ. Ok, et donc ça c'est la définition de UIθ. UIθ, c'est l'ensemble des complexes qui s'écrivent de cette manière-là. Et donc là maintenant, avec cette définition-là, du coup vous comprenez mieux pourquoi cet ensemble-là, l'ensemble des UIθ, ça met juste que l'ensemble des complexes de module 1. Parce que quand vous calculez le module de ce complexe-là, bah vous allez avoir cos carré plus sin carré, le tout sous la racine, et donc vous reconnaissez bien que ça fait 1, juste par identité trigonométrique classique. Alors du coup, maintenant que je vous ai défini la notation UIθ, bien évidemment ceci n'est qu'une notation, c'est-à-dire que E puissance Iθ en soi n'a pas beaucoup de sens. On le note comme ça parce que c'est une notation, mais après on ne peut pas donner plus de sens que ça, que de dire que c'est une notation. Donc une fois qu'on a défini cette notation-là, on va donc pouvoir en donner quelques propriétés. Une propriété. Propriété de UIθ. UIθ. Donc là, pareil, on va se prendre un θ. On va se prendre des angles à chaque fois θ et θ' entre 0 et 2π. On pourrait avoir plus, mais encore une fois, si on prend de là 2π, enfin 2π au plus, on revient au même point. De même que si je prends avant 0, bah, on va reparcourir les mêmes points. C'est pour ça que je restreins toujours à 2π fermé. Enfin, ouvert, pardon. Première chose. Donc si j'ai Z égale UIθ, le conjugué de Z, Z bar, c'est E moins Iθ. Ok? Donc voilà, ça c'est la première chose. Pour le conjugué de UIθ, c'est E moins Iθ. Ensuite, du coup, deuxième chose, c'est que tout simplement, au niveau, si vous avez Z égale UIθ et Z bar et Z' égale UIθ', bah du coup, Z fois Z', c'est donc EIθ plus θ', et donc de manière similaire, Z divisé par Z', donc là, si Z' différent de 0, donc Z divisé par Z', c'est donc EIθ moins θ'. Ok. Ensuite, une fois qu'on a défini ces deux propriétés-là, on va voir une troisième propriété qui est extrêmement utile dans la vie. Vraiment, quand je dis elle est utile, c'est vraiment qu'elle est utile. C'est tout simplement votre grand ami, en fait. C'est les formules d'Euler. Alors, ces formules-là, gardez-les en mémoire. Vraiment, elles sont magnifiques. Elles vous disent quoi? Elles vous disent que cosinus de θ, c'est donc égal à quoi?
c'est donc égal à EIθ plus E moins Iθ sur 2. Et sinus de θ, c'est égal à EIθ moins I moins E moins Iθ sur 2i. Pareil, si vous refaites les calculs, vous voyez que ça coïncide bien. Alors, en réalité, ces deux formules de l'air là que vous voyez là, ça découle d'une autre propriété que j'ai oublié de vous rappeler. Donc ça, je vais vous le rappeler là. Du coup, rappel, c'est le fait que pour un nombre, donc quel que soit z dans C, du coup, on a que la partie réelle de z, c'est la chose suivante, c'est égal à z plus z bar sur 2, et la partie imaginaire de z, c'est donc égal à z moins z bar divisé par 2i. Sauf que la partie réelle de z, ben, je trouve que ça correspond à cos θ. Et la partie imaginaire de z, il trouve que ceci correspond à sinus θ. Et donc, bah, on revient à ces définitions. Et enfin, votre ami préféré aussi, pareil, à bien garder en mémoire, c'est les formules de Moivre. Formule de Moivre. Donc là, la formule de Moivre, elle vous dit quoi? Elle vous dit que quel que soit n dans n, et quel que soit θ, là on peut prendre en l'air si on veut. Bon, en fait, on pourrait même prendre sur l'intervalle 0,2π, mais on s'en fiche. On dit que EIθ, de toute puissance n, c'est égal à EI nθ. Ça, c'est le genre de choses, pareil, c'est une formule à bien garder en mémoire. Ça sert tout le temps dans les exos. Ok. Alors, du coup, maintenant qu'on a un petit peu défini comme ça toutes les propriétés de EIθ, qu'on a défini à quoi correspond EIθ, il va falloir qu'on définisse quand même ce qu'on appelle l'argument d'un nombre complexe. En fait, l'argument d'un nombre complexe, bah, en réalité, on a déjà défini plus ou moins. L'argument d'un nombre complexe, c'est donc l'angle, c'est donc le fameux angle θ que je vous ai défini tout à l'heure. Ok. Cet angle-là, θ qui est là, qui vous permet d'écrire z égale EIθ, et bah ça là, ceci c'est ce qu'on appelle l'argument de z. Alors bien évidemment, là, l'argument de z, forcément, il sera congru modulo de pi. Ok. Là, je l'ai défini sur 0,2π exclu, mais bien évidemment, tous les 2π, on a le même argument en fait. Ok. Et ainsi, tout nombre complexe non nul, parce que, encore une fois, pour un nombre complexe égal à 0, la notion d'argument n'a pas de sens. Et bien pour tout nombre complexe non nul, on va pouvoir définir un argument. Ok, on va pouvoir lui trouver un angle. Concrètement, géométriquement, ça correspond à quoi l'argument d'un nombre complexe? Et ben je vais vous le représenter tout de suite en quelques secondes. Donc voilà, on se représente un plan complexe. On va se représenter donc un complexe d'affixe non nul. Tac, Z. Et donc, l'argument, ça correspond à cet angle-là. Ça correspond à l'angle qui est formé entre l'axe des abscisses, ok, donc entre la partie réelle, si vous voulez, et bah, tout simplement le vecteur, ok. Donc ça, c'est l'argument de Z. Et donc, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi, si j'ai Z qui est égal à 0, ça n'a pas de sens de définir un argument, parce qu'en fait, Z, quand il est égal à 0, c'est un point, ok. Et bah, argument d'un point, l'angle d'un point, ça n'a pas de sens, vous voyez. Pour qu'il y ait un angle, il faut qu'il y ait deux vecteurs, ou deux axes, ok. Là, on a un axe et un vecteur, donc on peut définir un angle. Et donc, le module de Z, si vous voulez, c'est la norme du vecteur qui est là. Donc, voilà. Bon, au niveau des propriétés de l'argument, parce que c'est bien, je l'ai défini l'argument, il faut quand même définir les propriétés de l'argument qui vont avec. Donc là, on va se donner Z, Z' des complexes. Première chose, c'est que argument du produit Z fois Z', c'est donc argument de Z plus argument de Z'. Ensuite, deuxième chose, pour Z' différent de 0, sinon ça n'a pas de sens encore une fois, on ne peut pas définir l'argument d'un nombre complexe nul. Bah, argument de Z', argument de ce cas-là, Z sur Z', c'est donc argument de Z
moins argument de z'. Vous remarquerez que du coup l'argument se comporte un peu comme le logarithme. Ok, c'est un peu les mêmes comportements que la fonction logarithme. Troisième chose, du coup au niveau de l'argument, on a également que quel que soit n dans n, quel que soit du coup z dans c, argument de z puissance n, c'est égal à n fois argument de z. Donc ça découle de la première propriété et ça se démontre également par récurrence. Et donc parmi les choses évidentes mais qu'il est bon de rappeler, c'est que, quatrième chose, si z appartient à l'ensemble des réels, à l'ensemble des nombres complexes imaginaires purs, bah, ce qu'elle a argument de z, c'est plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Alors pourquoi le plus ou moins? Parce que oui, on a deux cas. Si z, tout simplement c'est un nombre complexe, enfin c'est un imaginaire pur qui est négatif, bah, l'argument il va valoir moins pi sur 2 modulo de pi. Donc là on se représente un petit peu la situation. Donc là je m'excuse déjà pour le cercle qui risque d'être raté. Oh non, pas trop mal. Ok, bon. Du coup, on s'imagine un complexe. Voilà. Donc là, ici, c'est l'axe des imaginaires. Et là, en bleu un peu plus foncé, on va voir l'axe des réels. Donc ça, voilà. Et donc du coup, si on a un nombre qui est tout simplement imaginaire pur, on a deux cas. Soit il est imaginaire pur de signe négatif, et dans ce cas-là, et au niveau de l'affixe du vecteur, ça va ressembler à ce vecteur-là que je vous représente à la main. Et donc, du coup, l'argument de ce complexe-là, ça va être moins pi sur 2. Dans l'autre sens, l'argument, du coup, z, c'est un imaginaire pur positif, l'argument du vecteur que je vous représente là à la main, il est positif. Donc, c'est plus pi sur 2. Et deuxième cas, cas qui suit, c'est si z, il appartient à l'ensemble des réels positifs, on va faire argument de z, c'est nul. Et sinon, si z il appartient à l'ensemble des réels négatifs, donc ça, toujours modulo de pi, argument de z, c'est égal à pi, modulo de pi. Ok, dans le cas j'ai un réel positif, l'argument il est là. Enfin, j'ai ce vecteur-là, et du coup, l'angle qui est entre ce vecteur-là et l'axe des abscisses qui est dans le même sens, c'est nul. Et en revanche, dans le cas où mon réel il est négatif, donc le vecteur il va dans ce sens-là, mais l'axe il va dans ce sens-là, donc là on a un argument de 180 degrés, pi, modulo de pi. Voilà, voilà. Donc c'est pour les propriétés de l'argument. Et donc, étant donné la figure qui est là, c'est parfois on va pouvoir voir justement les liens qui entre ce qu'on appelle la forme trigonométrique et la forme donc algébrique d'un nombre complexe. Donc petit rappel, forme algébrique d'un nombre complexe. Ok, donc un nombre donc la forme trigonométrique, algébrique on a déjà vu. La forme trigonométrique d'un nombre complexe, si vous voulez écrire sous forme trigo, c'est la forme R EIθ. Ok, ou si vous voulez R fois cos θ plus I sinus θ. Les deux en fait sont tout à fait équivalentes. C'est vrai qu'en terminale, on n'a pas un peu la distinction, on dit ça c'est la forme exponentielle et ça c'est la forme trigonométrique. En réalité, les deux se rejoignent totalement, c'est la même chose. Donc, la forme trigonométrique d'un complexe, c'est de cette forme-là. Donc, z égale a plus b, appartenant à C. La forme trigonométrique d'un complexe, c'est cette forme-là, où R, du coup, c'est racine carrée de a carré plus b carré. En fait, en clair, ceci, R, c'est le module de z. Et θ vérifie la chose suivante. Il vérifie que, du coup, on a cos de θ qui est égal à la chose suivante, partie réelle de z sur le module de z, c'est-à-dire ici a divisé par racine carrée de a carré plus b carré, et sinus de θ,
c'est égal à partie imaginaire de z sur son module. C'est-à-dire b divisé par racine carrée de a carré plus b carré. Ok. On peut assez aisément vérifier que ces deux quantités ici sont bien inférieures à 1. Vous verrez, ça a du sens. Parce que ici, ces deux quantités-là, ici, étaient supérieures à 1, ça n'a pas de sens de définir cosinus de θ égale un angle qui est plus grand que 1, et pareil, sinus de θ égale un angle plus grand que 1. En tout cas, pas pensé. Donc ça, c'est le lien qui permet, enfin, c'est ces liens-là qui permettent justement de passer de la forme algébrique, comme vous voyez là, à la forme trigonométrique. Et dans l'autre sens, donc si on veut voir le lien entre la forme trigo et algébrique, ben on a que, alors là il faut se représenter un peu les choses, et j'avoue que j'ai un peu mal fait la figure, du coup c'est pas grave. Là pour le coup c'est assez simple l'idée. On va donc prendre un point z, enfin un point m d'affixe z, donc a plus ib tout simplement. Et donc en abscisse on va voir la partie réelle qui est a, dans mon exemple. Et on va voir la partie imaginaire qui est b, toujours dans mon exemple. Hop là, donc ça c'est b égale partie imaginaire de z. Hop, voilà. Donc une fois qu'on a écrit les choses comme ça, ça passe. Une fois qu'on a le schéma en tête, c'est assez simple de visualiser. Pourquoi? Parce que du coup, on va voir que dans l'autre sens, si on veut passer de la forme exponentielle à la forme algébrique, là c'est moins compliqué. Enfin, c'est moins compliqué que pour passer de la forme algébrique à la forme exponentielle. Vous voyez que c'est pas forcément évident parce que autant, bon, trouver le module, ça va pour écrire R. Mais après, pour trouver le bon angle θ, bah, il faut que θ vérifie ces deux conditions-là. Que cos θ soit égal à ça et sinus θ soit égal à ça. Et là, c'est pas forcément évident si en plus, c'est pas une valeur de référence d'angle. Ok. Bon, bref. Le lien entre la forme trigo et la forme algébrique, il va être donné de la manière suivante. C'est que la partie réelle de z, qui est égale à a, donc ce point-là, c'est donc égal à quoi? C'est donc égal à tout simplement R, ou module de z, multiplié par cos θ. Là, pareil, ici, il suffit d'appliquer les règles de trigo habituelles pour trouver qui est A. Ok. Donc, vous voyez que cosinus de θ, c'est A divisé par module de z. Donc, A, c'est cosinus de θ fois le module de z. Ok. Donc, c'est aussi égal à module de z cos θ. Ok. Pour la partie imaginaire de z, c'est le même principe. Donc, partie imaginaire de z que j'appelle B, c'est donc égal à R sinus θ. C'est-à-dire module de z sinus θ. Pareil, on se fait un petit schéma visuel en tête. Donc, la longueur B, elle est aussi là. Voilà. Et donc, on a que sinus de θ, c'est égal à B divisé par module de z. Si je veux B, je vais donc dire que B, c'est égal à module de z fois sinus de θ. Ce que j'ai écrit là. Voilà. Bon, dernière chose que je vais rajouter, là c'est un petit complément par rapport à l'an dernier, c'est que tout simplement, en fait, on peut définir l'exponentielle d'un nombre complexe. Ok? Et vous verrez que, et vous allez voir, c'est sympa. Ça permet de faire des choses sympas. Du coup, on va prendre z qui est égal à a plus b, toujours, qui appartient à c. Donc a et b, bien évidemment, sont des réels, comme ça, qu'on se fixe bien les choses en tête. Et donc l'exponentielle de z, c'est tout simplement e de z, qui est égal donc à exponentielle de la partie réelle, multiplié par exponentielle de i fois la partie imaginaire. Donc exponentielle de z, c'est ce complexe-là. Ok? Donc ça, c'est la définition de ce que c'est que l'exponentielle de z. Ainsi, du coup, quelques propriétés au niveau de l'exponentielle complexe. Tout d'abord, on va pouvoir s'intéresser au module. Donc, propriété de l'exponentielle complexe. Tout d'abord, on va commencer en termes de module. Module de e de z, c'est donc égal à module de ça.
module de exponentielle A fois module de exponentielle IB. Et donc ça, c'est égal exactement à exponentielle de A. Parce qu'en fait, par produit de module, c'est module de exponentielle A fois module de exponentielle IB. Sauf que du coup, module de EIB, c'est égal à 1. C'est un nombre qui est sur le cercle très gros. Et donc, bah, on a juste exponentielle de A. Enfin, module de exponentielle A qui est égal à exponentielle A. Parce que c'est positif, de toute manière, une exponentielle. Ok. En termes d'arguments. Donc, en termes d'arguments, voilà, vous allez voir, c'est un peu le phénomène inverse qui se passe. Donc, argument de exponentielle de Z, c'est donc argument de exponentielle A fois exponentielle IB. Là, on a l'argument d'un produit, c'est donc la somme des arguments. Donc, ceci est égal à l'argument de exponentielle A fois plus argument de exponentielle IB. Et donc, du coup, ceci est égal à la chose suivante. C'est B, c'est congru à B modulo de pi. Ok? Parce que oui, là, ici, vous avez l'argument d'un nombre réel. Et ceci est égal à 0. Pareil, si vous ne visualisez pas bien, on peut regarder rapidement sur le petit schéma que je vous ai représenté. Pourquoi l'argument d'un réel, ça fait 0? C'est parce que tout simplement, un réel, c'est un point qui est sur cette droite-là. Et donc, l'angle qui est entre cette droite-là et cette droite-là, bah, il est nul. Donc voilà. Enfin, il est nul, ou sinon il vaut 180 degrés. Voilà. Donc, il est nul modulo pi. Mais comme dans tous les cas, en plus, exponentielle de A, c'est quelque chose qui est strictement positif. En fait, bah, exponentielle de A, c'est même mieux. C'est tout le temps vers la droite. Ok, c'est un réel qui est tout le temps par là. Donc, du coup, bah, forcément, l'argument est nul. Voilà. Bon. Donc, on a parlé de modules, d'arguments. Et donc, une propriété des exponentielles complexes, c'est quand on... Donc là, on va se prendre Z appartenant à C. Donc, on a mis que ces deux complexes à mettre une exponentielle. Exponentielle de Z fois exponentielle de Z'. C'est donc exponentielle de Z plus Z'. Ok. Et dernière chose à ajouter, c'est que l'exponentielle d'un nombre complexe est 2i périodique. Ok. Bravo. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quel que soit K dans Z, quel que soit Z dans C, appartenant à C, voilà. Exponentielle de Z, c'est la même chose que exponentielle de Z plus 2KI Z. 2K pi Z. Ok. Donc exponentielle de Z, c'est la même chose que exponentielle de Z plus I fois 2K pi. Ok. Ça traduit le fait que l'exponentielle d'un nombre complexe est 2i périodique. Ok. Bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer-toi en mathématiques et en sciences.